20 septembre 2025. L'aéroport de Bangkok est rempli de l'agitation habituelle des touristes qui se précipitent dans différentes directions. Parmi eux se trouve une jeune femme mince, aux longs cheveux blonds, au regard assuré et à la valise qui ne contient pas seulement des affaires, mais aussi le rêve d'une nouvelle vie. Elle s'appelle Vera Kravtsova. Originaire de Biélorussie, cette chanteuse et artiste qui brillait autrefois sur scène et participait à des émissions musicales a maintenant décidé de se lancer à la recherche d'elle-même à l'étranger. Elle sourit, prend des photos de l'aéroport, écrit à ses amis qu'un nouvel emploi et un nouvel avenir l'attendent. Son billet est pour Yangon, la capitale du Myanmar. Elle croit que c'est un pas de plus vers le succès. Mais personne ne savait alors que ce serait la dernière étape connue de son voyage. Vera a toujours rêvé d'une vie brillante. Enfant, elle chantait à l'école de musique, participait à des concours, était active et déterminée. Après avoir quitté la Biélorussie pour la Russie, puis l'Asie, elle s'est essayée à différentes professions. Mannequin, chanteuse, hôtesse, animatrice, promotrice. Ses amis disaient que Vera ne pouvait pas rester en place. Elle était attirée par la nouveauté, l'inconnu. Elle agissait souvent de manière spontanée, convaincue que le destin l'amènerait vers un avenir radieux. Et puis, à l'automne 2025, elle a décidé d'accepter une offre alléchante, un travail de mannequin en Thaïlande. Un salaire élevé, le logement, tout était pris en charge, aucun risque. C'est ce qu'on lui avait dit, c'est ce qu'elle pensait. Mais derrière ces belles paroles se cachait quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer. À Bangkok, quelque chose a mal tourné. Le tournage n'a pas commencé, personne ne lui a montré le contrat. Tout semblait flou. Plus tard, il s'est avéré que la jeune fille avait été transportée de l'autre côté de la frontière, en Birmanie. Là, derrière la ligne de contrôle, un monde complètement différent commençait. Un monde où il n'y avait ni scène, ni musique, ni sourire, mais des gens contraints de travailler en captivité. Des gens qui avaient été attirés par des mensonges. Le 4 octobre, elle a cessé de donner de ses nouvelles. Son téléphone est resté silencieux. Ses parents ont commencé à s'inquiéter, ont essayé de l'appeler, mais en vain. Les messages n'étaient pas délivrés, les réseaux sociaux étaient figés. Quelques jours plus tard, la famille a reçu un message. Si vous voulez la retrouver vivante, payez $250 000. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Vera n'avait jamais eu affaire à de telles sommes. D'où venait cet argent? Qui avait écrit ce message? Pourquoi précisément ce montant? Personne ne répondait à ces questions. Puis les rumeurs ont commencé. Certains affirmaient que la jeune fille avait été tuée et que ses organes avaient été vendus au marché noir. D'autres disaient qu'elle était toujours en vie, mais qu'elle était retenue captive par un groupe criminel qui forçait les gens à travailler pour des escroqueries. Les versions étaient nombreuses, mais la vérité restait quelque part entre les lignes. Ses proches ne croyaient pas à sa mort. Ils espéraient qu'elle était simplement retenue de force, qu'il y avait une chance de la ramener à la maison. Les enquêteurs ont commencé leur enquête, d'abord en Thaïlande, puis à l'ambassade de Biélorussie. Vera Kravtsova a été officiellement déclarée disparue. Aucune preuve de sa mort, aucun corps, rien. Seulement une série de faits étranges, des traces de vol et un vide. Mais si l'on y regarde de plus près, l'histoire de Vera n'est pas unique. Ces dernières années, une nouvelle forme d'esclavage s'est répandue en Asie du Sud-Est. De jeunes filles et garçons d'Europe de l'Est, de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine et de Biélorussie sont attirés par des promesses d'emploi intéressants à l'étranger. On leur propose de devenir mannequins, chanteurs ou administrateurs. À leur arrivée, on leur confisque leur passeport et leur téléphone, puis on les oblige à travailler dans des centres d'escroquerie.
ce sont des endroits où des criminels organisent des escroqueries financières. Ils appellent des personnes dans différents pays, créent de faux sites web, les attirent dans des pièges amoureux et leur soutirent de l'argent. Tout cela rapporte des millions de dollars à ceux qui contrôlent le système, et les otages ne peuvent pas s'enfuir. Toute tentative de fuite est punie par des coups ou la mort. Il existe des preuves que dans certains camps, les filles sont retenues de force et utilisées comme appât pour des stratagèmes romantiques. Elles communiquent avec des hommes sur Internet, les convainquent d'envoyer de l'argent, leur racontent des histoires touchantes. Derrière tout cela se cache un système bien organisé avec des gardes, des surveillants et des objectifs de profit quotidien. Lorsque l'objectif n'est pas atteint, elles sont battues. Parfois, elles sont maltraitées, parfois, elles disparaissent tout simplement. Personne ne sait où elles vont. Des rumeurs circulent selon lesquelles certaines seraient vendues pour leurs organes. En Asie, ce marché est florissant, en particulier là où les frontières légales sont floues. Lorsque l'information sur Vera a été divulguée dans les médias, le monde a été bouleversé. L'histoire de la chanteuse disparue sans laisser de traces en Birmanie a suscité une vague de discussions. Ces photos ont fait le tour des réseaux sociaux. Une belle jeune fille souriante qui avait toute la vie devant elle. Les gens ont écrit des commentaires, exprimé leur sympathie, essayé d'aider. Mais il n'y avait personne à aider. Les autorités birmanes ne donnaient aucune réponse. La police thaïlandaise ne pouvait pas confirmer où elle se trouvait pour la dernière fois. Tout indiquait les zones frontalières, où le pouvoir n'appartient pas à l'État, mais à des armées privées et à des groupes criminels. Parmi ceux qui ont disparu dans cette région, on compte des dizaines de citoyens de différents pays. Beaucoup racontent qu'ils sont arrivés là-bas grâce à des annonces sur Telegram ou Instagram. On leur écrivait « Travail en Thaïlande, salaire stable, documents légaux ». Ils acceptaient, prenaient l'avion, puis se retrouvaient captifs. On leur a confisqué leur passeport, les promesses ont été oubliées et ces personnes sont devenues des marchandises. Certaines ont été contraintes de se livrer à des activités frauduleuses en ligne, d'autres ont dû servir des criminels, d'autres encore ont tout simplement été tuées. Ces histoires sont rarement portées à la connaissance du grand public, car la plupart de ces personnes disparaissent tout simplement. Vera Kravtsova aurait pu être l'une d'entre elles. Son amie a raconté que la jeune fille avait souvent exprimé ses doutes quant à l'opportunité d'accepter. Elle savait qu'il y avait beaucoup de tromperies, mais elle a quand même pris le risque. Elle en avait assez de la pauvreté, disait son amie. Elle voulait au moins une fois avoir l'impression que la vie lui offrait une chance. Mais cette chance s'est transformée en piège. Les premières informations sur sa mort possible sont apparues près d'une semaine après sa disparition. Des inconnus ont contacté ses proches, affirmant que le corps de Vera avait été incinéré. Ils leur ont envoyé des photos de l'urne et des documents en chinois. Mais aucun de ces éléments n'a été officiellement confirmé. Personne n'a vu le corps, personne n'a procédé à une expertise. Il s'agissait peut-être d'une nouvelle tentative d'extorsion, ou peut-être que les traces du crime avaient été soigneusement effacées. Les diplomates biélorusses ont contacté leurs homologues thaïlandais et birmans, mais les deux parties ont répondu de manière évasive. Le Myanmar est actuellement en proie à des conflits armés. Une partie du pays est contrôlée par des rebelles et il est extrêmement difficile de s'y rendre. C'est précisément dans ces régions que se trouvent les camps où sont détenus les ressortissants étrangers. Il est presque impossible de s'y rendre sans escorte armée. L'histoire de Vera est devenue le symbole de toute une génération de jeunes filles en quête d'elles-mêmes dans un autre pays. Sa vie a connu des hauts et des bas. Elle a participé à des émissions de télévision, chanté, tenté de se lancer dans une carrière en Chine, rêvé d'ouvrir un bar. Elle a parfois pris des décisions risquées, vendu ses photos, accepté des propositions douteuses, mais elle croyait pouvoir changer son destin.
Son énergie, son sourire et sa foi en un avenir meilleur étaient contagieux. Personne n'aurait pu imaginer que cette confiance et cette gentillesse l'amèneraient entre les mains de ceux qui traitent les gens comme des marchandises. Au cours des semaines qui ont suivi, ses proches ont fait appel à tous ceux qui pouvaient les aider. Ils ont écrit aux ambassades, contacté des blogueurs, des journalistes, des organisations publiques. Les gens ont commencé à recueillir des informations, à rechercher des témoins. Certains affirmaient avoir vu la jeune fille à Yangon en compagnie d'hommes asiatiques. D'autres écrivaient avoir entendu son nom parmi ceux qui travaillent dans des centres d'escroquerie. Mais il n'y avait aucune preuve, seulement de l'espoir. Entre-temps, des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet selon lesquelles Vera serait peut-être en vie. Plusieurs sources indépendantes ont rapporté que l'une des Biélorusses disparues en Birmanie se trouvait dans un centre où des étrangers sont détenus. La jeune fille serait contrainte de travailler sur un ordinateur. Elle serait étroitement surveillée, mais elle serait toujours en vie, attendant toujours que quelqu'un la retrouve. Ces informations n'ont pas encore été confirmées, mais elles donnent de l'espoir à ceux qui y croient. Peut-être que Vera est vraiment en vie. Peut-être qu'elle se trouve, comme des centaines d'autres, derrière des barbelés, entourée de gardes et d'ordinateurs, obligée d'écrire les histoires d'autres personnes pour soutirer de l'argent à des utilisateurs crédules. Et peut-être qu'à ce moment précis, elle rêve que quelqu'un se souvienne d'elle et trouve un moyen de la sortir de là. Toute cette histoire met à nu la terrible réalité du monde moderne. L'ère de la technologie, des vols rapides et des réseaux sociaux, mais aussi l'ère de nouvelles formes d'esclavage. Les gens ne sont pas vendus sur les marchés, mais via des annonces sur Internet. Ils ne sont pas kidnappés dans la rue, mais dans les aéroports, alors qu'ils pensent prendre un vol pour aller travailler. Ils ne sont pas contraints de travailler dans les mines, mais devant des ordinateurs. Et tout cela se passe discrètement, pendant que le monde est occupé par son actualité. La famille de Vera poursuit son combat. Ils ne croient pas que leur fille soit morte. Ils exigent une enquête, s'adressent à des organisations internationales, tentent d'attirer l'attention sur le problème de la traite des êtres humains. Mais la réalité est cruelle. Tant qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'affaire. Officiellement, elle est portée disparue. Dans un pays où la loi est faible et où les frontières sont gangrenées par la corruption, les chances d'obtenir la vérité sont minimes. Cependant, de nouvelles traces apparaissent de temps à autre. Dans différentes régions d'Asie, on trouve des femmes d'Europe de l'Est qui sont sauvées des centres d'esclavage. Elles racontent toutes des histoires similaires. Promesses d'emploi, vol en avion, confiscation des documents, violence, travail forcé. Certaines rentrent chez elles après quelques mois, d'autres après plusieurs années. Et chaque fois qu'une nouvelle rescapée apparaît, les proches de Vera se demandent « et si elle était parmi elles ?» On pourrait penser que de telles histoires ne devraient pas exister au XXIe siècle. Mais elles existent. Et tant qu'il y aura une demande de main-d'œuvre bon marché et que les gens voudront croire à l'argent facile, de telles histoires se répéteront. Chaque jeune fille disparue nous rappelle que le mal n'a pas disparu. Il est simplement devenu plus sophistiqué. Si l'on pouvait remonter le temps, Vera ne serait peut-être pas montée dans cet avion. Mais le destin ne connaît pas le conditionnel. Son histoire est un avertissement. Pour ceux qui rêvent d'argent facile, pour ceux qui cherchent des solutions de facilité, pour ceux qui croient qu'une vie meilleure les attend quelque part. Parfois, les belles paroles cachent un gouffre, et une fois le pas franchi, il est impossible de revenir en arrière. Aujourd'hui, le nom de Vera Kravtsova est devenu le symbole de la lutte pour la vérité. Ses photos, son sourire, ses chansons sont restées sur Internet. Ses parents attendent toujours son retour, espérant que tout cela ne soit qu'une terrible erreur. Et si ce n'est pas le cas, ils veulent au moins connaître la vérité. Qui, comment et pourquoi a privé leur fille de son avenir. Chaque jour, au réveil,
Ils regardent leur téléphone dans l'espoir d'y trouver un message. Chaque nouvelle information concernant des jeunes filles sauvées leur redonne un peu d'espoir. Ils ne baissent pas les bras, et c'est peut-être cela le plus effrayant et le plus beau dans cette histoire. L'espoir qui ne meurt pas, malgré tout. L'histoire de Vera est le reflet du monde dans lequel nous vivons. Un monde où l'on peut disparaître en un jour, simplement en croyant à un beau conte de fées. Un monde où les criminels ont appris à exploiter les rêves, mais c'est aussi une histoire d'amour, de foi et de douleur qui ne s'éteint pas. La conclusion de cette histoire laisse un goût amer. Elle semble coincée quelque part entre l'espoir et l'horreur, car tant qu'il n'y a ni corps ni confirmation officielle du décès, il reste une infime chance que Vera soit en vie. Que quelque part, entre les murs grillagés, les écrans et les gardes, elle se bat toujours, attendant toujours le moment où on l'entendra. Mais même si le destin s'est avéré impitoyable, son histoire ne disparaîtra pas. Elle est devenue un rappel, un appel à l'aide pour des milliers d'autres personnes qui sont sur le point de commettre la même erreur. De telles histoires se terminent rarement bien. Trop d'énergie est consacrée à la recherche, trop peu de chances que les structures étatiques puissent vaincre la corruption et les frontières. Mais il y a quelque chose qui ne peut être enlevé, la mémoire. Quand on continue à parler d'une personne, sa vie ne s'arrête pas. Quand d'autres tirent les leçons de son exemple, même la tragédie la plus sombre prend un sens. Le destin de Vera Kravtsova n'est pas seulement une actualité, c'est le reflet d'une époque où une personne peut être achetée, transférée et disparaître sans laisser de traces. Et tandis que certains pensent croire que cela n'arrive que dans les films, où les scénaristes exagèrent, des filles comme Vera disparaissent chaque jour. Quelque part dans les aéroports, les gares, les appartements d'inconnus, et personne ne sait combien d'autres destins se perdront dans l'ombre de belles promesses. Personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé les jours où Vera a franchi la frontière. Peut-être a-t-elle vraiment été forcée de travailler dans l'un de ces centres d'arnaque. Peut-être a-t-elle tenté de s'échapper. Ou peut-être que tout s'est passé de manière encore plus terrible qu'on ne peut l'imaginer. Mais quelle que soit la version, elle est devenue le symbole de la facilité avec laquelle on peut perdre sa liberté en croyant ceux qui promettent un chemin facile vers le succès. Le monde dans lequel nous vivons est plein de pièges. Les escrocs ont appris à exploiter la confiance, les rêves et le désir d'une vie meilleure. Ils manipulent l'espoir, le transformant en arme. Et chaque fois que quelqu'un signe un contrat douteux, répond à une annonce alléchante, accepte de partir à l'étranger sans vérification, quelqu'un d'autre est déjà en train d'écrire pour lui un scénario où le rôle principal est celui d'une victime. L'histoire de Vera Kravtsova est un avertissement, mais pas un jugement. Elle nous dit « Ne croyez pas sur parole, vérifiez, posez des questions, doutez. Mieux vaut refuser 100 fois une opportunité douteuse que faire une fois un pas dont on ne peut revenir. » Pour les parents de Vera, chaque jour est une attente. Ils apprennent à vivre entre espoir et désespoir. Pour eux, chaque appel téléphonique est soit une lueur d'espoir, soit un nouveau coup dur. Mais malgré tout, ils ne perdent pas la foi. Et c'est peut-être cette foi qui distingue l'être humain d'un monde sans âme. Lorsque nous lisons de telles histoires, nous nous sentons souvent impuissants. Il semble que rien ne puisse changer, mais ce n'est pas vrai. Chaque mot diffusé, chaque récit, chaque personne qui réfléchira désormais à 2 fois avant de se fier à une proposition fortuite, c'est déjà un pas en avant. Un pas vers la prévention de tels événements. Vera voulait vivre pleinement. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour ses chansons, son sourire, la lumière dans ses yeux. Et même si son nom est désormais associé à la douleur dans les médias, il reste porteur de vie. Car son rêve n'est pas mort, il a simplement changé. Il vit désormais comme un rappel. Il ne faut pas fermer les yeux sur le danger. Chaque fois que nous voyons des informations sur des personnes disparues,
il est important de se rappeler que derrière chaque nom se cache une personne qui avait une famille, des amis, des rêves, de petites joies. Ces personnes ne sont pas des statistiques, elles sont le reflet de nous-mêmes. Et tant que nous ressentons de la douleur pour elles, tant que nous ne sommes pas indifférents, nous avons encore une chance de changer le monde, ne serait-ce qu'un peu. Si vous écoutez cette histoire, gardez-la simplement à l'esprit. Souvenez-vous qu'il est facile de se perdre quand on croit aux solutions de facilité. Prenez soin de vous, de vos proches. Ne faites pas aveuglément confiance aux promesses des étrangers. Vérifiez toutes les informations, surtout lorsqu'il s'agit de travailler à l'étranger. Laissez toujours à quelqu'un des copies de vos documents, itinéraires et contacts. Cela peut sauver des vies. Et que l'histoire de Vera Kravtsova soit la dernière tragédie de ce genre. Que son nom devienne le symbole de la lutte pour la vérité, pour la sécurité, pour la vie. Car personne ne devrait disparaître simplement parce qu'il a cru à un beau rêve. Souvenez-vous d'elle. Parlez-en aux autres. Que chacun sache que derrière les mots « travail à l'étranger » peut se cacher l'enfer. Ce n'est qu'ensemble, lorsque nous cesserons d'être indifférents, que nous pourrons mettre fin à ce cauchemar. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, merci. Ne passez pas à côté. Soutenez ceux qui recherchent leurs proches. Partagez vos histoires, ne restez pas silencieux. Chaque mot est une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires où nous parlons de la vérité, aussi amère soit-elle. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et n'oubliez pas, même un seul mot de votre part peut donner de l'espoir à ceux qui le perdent actuellement. La défense a tenté de faire valoir le accident et l'instabilité mentale, mais les preuves étaient trop évidentes. Après 3 heures de délibération, le jury a rendu un verdict unanime, coupable. Le juge l'a condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 34 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le verdict a été rendu, la mère de Sally a fondu en larmes. Elle a déclaré que sa fille pouvait enfin reposer en paix. Mais la douleur de la perte n'a pas disparu. Linda a commencé à militer activement pour la création d'une base de données ADN nationale afin que de tels crimes puissent être élucidés plus rapidement. Car si un tel système avait existé à l'époque, le meurtrier aurait été retrouvé dès les premiers jours. Plus tard, déjà en prison, Dixie a avoué avoir réellement tué Sally Ann Bowman. Il n'avait plus rien à cacher. Mais cet aveu n'a ramené personne à la vie. De plus, après son arrestation, il s'est avéré qu'il pouvait être impliqué dans plusieurs autres agressions. L'enquête a établi qu'il avait agressé des femmes dans différents pays pendant de nombreuses années, notamment en Espagne, en Australie et au Royaume-Uni. Son ADN a prouvé sa culpabilité dans des viols commis dès 1987, alors qu'il n'avait que 16 ans. L'histoire de Sally a bouleversé le pays non seulement par sa cruauté, mais aussi par le fait qu'elle était sans défense. Cette jeune fille, qui rentrait chez elle, a été tuée à quelques mètres de sa porte, ce qui est devenu le symbole de la frontière ténue entre la sécurité et le chaos. Son histoire a changé l'attitude de la société à l'égard de l'enregistrement des criminels, des bases de données et des questions de sécurité des femmes. Les années ont passé, mais le nom de Sally Ann Bowman est resté dans les mémoires. À l'endroit où elle a trouvé la mort, les gens déposent encore aujourd'hui des fleurs. Le jour de son anniversaire, ses proches et ses amis lâchent des ballons blancs dans le ciel. Sa mère conserve ses photos, ses récits, ses lettres. Elle dit qu'elle ne peut pas oublier, mais qu'elle apprend à vivre avec. Sa mission est désormais de faire en sorte que d'autres familles ne vivent pas la même chose. L'histoire de Sally est celle d'espoir déçu, de la fragilité de la vie humaine et de la façon dont un hasard peut tout changer. Une soirée, une décision, un monstre, et le monde s'écroule. Elle aurait pu devenir une star, un mannequin,
une artiste, une épouse, une mère. Mais sa vie s'est terminée sur le bitume froid sous la pluie matinale. Et pourtant, son souvenir reste vivant. Non pas comme celui d'une victime, mais comme celui d'une jeune fille, dont le sourire, les rêves et l'énergie ont poussé le monde à ne pas rester silencieux. Son histoire nous rappelle que le mal peut se cacher partout, mais que l'indifférence le rend plus fort. Et le souvenir est la seule chose qui peut vaincre la mort. C'est ainsi que s'est terminée la vie de Sally Ann Bowman, une jeune fille belle et talentueuse dont tout ne faisait que commencer. Mais une histoire a commencé, qui restera à jamais gravée dans les annales de la Grande-Bretagne. L'histoire de la façon dont les ténèbres ont envahi la vie, mais n'ont pas réussi à éteindre la lumière. Lorsque nous parlons d'histoires telles que celle de Sally Ann Bowman, ce n'est pas simplement la chronique d'un crime qui nous vient à l'esprit. Ce n'est pas un ensemble de faits secs. Ce n'est pas une affaire judiciaire. Ce n'est pas un sujet d'actualité. C'est une vie qui s'est interrompue trop tôt. C'est une jeune fille brillante qui rêvait d'un avenir qu'on ne lui a pas laissé vivre. C'est peut-être là la vérité la plus effrayante. Derrière chaque ligne de journal sur une victime se cache un être humain avec ses sentiments, ses espoirs, ses amis et son rire. Sally faisait partie de ceux qui croyaient que tout était possible. Elle n'avait que 18 ans lorsque sa vie a été interrompue. Elle venait de commencer à grandir, à s'essayer dans un monde où il faut être forte pour réussir. Elle voulait devenir mannequin, elle voulait devenir célèbre, apparaître dans les magazines sur papier glacé, défiler sur les podiums, entendre les applaudissements. Son monde était fait de rêves simples, une carrière, l'amour, une famille. Mais le destin en a décidé autrement. Le crime commis à son encontre n'était pas un cas isolé. Il est devenu le miroir dans lequel la société a pu voir ses propres faiblesses. Cette histoire a montré à quel point les criminels restent souvent en liberté en raison des lacunes du système. Comment des lois inefficaces permettent à des monstres de se promener parmi les gens ordinaires. Après tout, Mark Dixie avait déjà un passé criminel. Il était connu pour ses penchants dangereux. Il agressait les femmes, se montrait violent, avait été condamné dans d'autres pays. Et pourtant, personne n'avait pu l'arrêter auparavant. Lorsque, après le meurtre de Sally, la police a trouvé l'ADN du criminel, il s'est avéré qu'il avait déjà été repéré par les forces de l'ordre. Si une base de données ADN centralisée avait été en place dans le pays à l'époque, il aurait pu être identifié en quelques heures. Mais au lieu de cela, il a fallu près d'1 an avant qu'une arrestation fortuite ne mette les enquêteurs sur la piste du véritable meurtrier. Ce fait est devenu un argument clé dans les débats sur la nécessité d'une base génétique universelle, une mesure qui aurait peut-être sauvé des centaines d'autres vies. La défense a tenté de faire valoir l'accident et l'instabilité mentale, mais les preuves étaient trop évidentes. Après 3 heures de délibération, le jury a rendu un verdict unanime, coupable. Le juge l'a condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 34 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le verdict a été rendu, la mère de Sally a fondu en larmes. Elle a déclaré que sa fille pouvait enfin reposer en paix. Mais la douleur de la perte n'a pas disparu. Linda a commencé à militer activement pour la création d'une base de données ADN nationale afin que de tels crimes puissent être élucidés plus rapidement. Car si un tel système avait existé à l'époque, le meurtrier aurait été retrouvé dès les premiers jours. Plus tard, déjà en prison, Dixie a avoué avoir réellement tué Sally Ann Bowman. Il n'avait plus rien à cacher, mais cet aveu n'a ramené personne à la vie. De plus, après son arrestation, il s'est avéré qu'il pouvait être impliqué dans plusieurs autres agressions. L'enquête a établi qu'il avait agressé des femmes dans différents pays pendant de nombreuses années, notamment en Espagne, en Australie et au Royaume-Uni. Son ADN a prouvé sa culpabilité dans des viols commis dès 1987, alors qu'il n'avait que 16 ans.
L'histoire de Sally a bouleversé le pays non seulement par sa cruauté, mais aussi par le fait qu'elle était sans défense. Cette jeune fille, qui rentrait chez elle, a été tuée à quelques mètres de sa porte, ce qui est devenu le symbole de la frontière ténue entre la sécurité et le chaos. Son histoire a changé l'attitude de la société à l'égard de l'enregistrement des criminels, des bases de données et des questions de sécurité des femmes. Les années ont passé, mais le nom de Sally Ann Bowman est resté dans les mémoires. À l'endroit où elle a trouvé la mort, les gens déposent encore aujourd'hui des fleurs. Le jour de son anniversaire, ses proches et ses amis lâchent des ballons blancs dans le ciel. Sa mère conserve ses photos, ses récits, ses lettres. Elle dit qu'elle ne peut pas oublier, mais qu'elle apprend à vivre avec. Sa mission est désormais de faire en sorte que d'autres familles ne vivent pas la même chose. L'histoire de Sally est celle d'espoir déçu, de la fragilité de la vie humaine et de la façon dont un hasard peut tout changer. Une soirée, une décision, un monstre, et le monde s'écroule. Elle aurait pu devenir une star, un mannequin, une artiste, une épouse, une mère. Mais sa vie s'est terminée sur le bitume froid, sous la pluie matinale. Et pourtant, son souvenir reste vivant. Non pas comme celui d'une victime, mais comme celui d'une jeune fille dont le sourire, les rêves et l'énergie ont poussé le monde à ne pas rester silencieux. Son histoire nous rappelle que le mal peut se cacher partout, mais que l'indifférence le rend plus fort. Et le souvenir est la seule chose qui peut vaincre la mort. C'est ainsi que s'est terminée la vie de Sally Ann Bowman, une jeune fille belle et talentueuse, dont tout ne faisait que commencer. Mais une histoire a commencé, qui restera à jamais gravée dans les annales de la Grande-Bretagne. L'histoire de la façon dont les ténèbres ont envahi la vie, mais n'ont pas réussi à éteindre la lumière. Lorsque nous parlons d'histoires telles que celle de Sally Ann Bowman, ce n'est pas simplement la chronique d'un crime qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas un ensemble de faits secs, ce n'est pas une affaire judiciaire, ce n'est pas un sujet d'actualité. C'est une vie qui s'est interrompue trop tôt. C'est une jeune fille brillante qui rêvait d'un avenir qu'on ne lui a pas laissé vivre. Et c'est peut-être là la vérité la plus effrayante. Derrière chaque ligne de journal sur une victime se cache un être humain, avec ses sentiments, ses espoirs, ses amis et son rire. Sally faisait partie de ceux qui croyaient que tout était possible. Elle n'avait que 18 ans lorsque sa vie a été interrompue. Elle venait de commencer à grandir, à s'essayer dans un monde où il faut être forte pour réussir. Elle voulait devenir mannequin, elle voulait devenir célèbre, apparaître dans les magazines sur papier glacé, défiler sur les podiums, entendre les applaudissements. Son monde était fait de rêves simples, une carrière, l'amour, une famille. Mais le destin en a décidé autrement. Le crime commis à son encontre n'était pas un cas isolé. Il est devenu le miroir dans lequel la société a pu voir ses propres faiblesses. Cette histoire a montré à quel point les criminels restent souvent en liberté en raison des lacunes du système. Comment des lois inefficaces permettent à des monstres de se promener parmi les gens ordinaires. Après tout, Mark Dixie avait déjà un passé criminel. Il était connu pour ses penchants dangereux. Il agressait les femmes, se montrait violent, avait été condamné dans d'autres pays. Et pourtant personne n'avait pu l'arrêter auparavant. Lorsque, après le meurtre de Sally, la police a trouvé l'ADN du criminel, il s'est avéré qu'il avait déjà été repéré par les forces de l'ordre. Si une base de données ADN centralisée avait été en place dans le pays à l'époque, il aurait pu être identifié en quelques heures. Mais au lieu de cela, il a fallu près d'1 an avant qu'une arrestation fortuite ne mette les enquêteurs sur la piste du véritable meurtrier. Ce fait est devenu un argument clé dans les débats sur la nécessité d'une base génétique universelle. Une mesure qui aurait peut-être sauvé des centaines d'autres vies. Après la tragédie, la mère de Sally, Linda Bowman, est devenue une personne qui ne se contente pas de pleurer, mais qui se bat.
elle n'a pas laissé le chagrin la détruire. Dès les premiers jours qui ont suivi le procès, elle est devenue une voix publique active, exigeant des changements. Elle a appelé le gouvernement à créer un système dans lequel toute personne ayant enfreint la loi serait tenue de laisser son empreinte ADN afin que de tels meurtriers ne puissent pas se cacher. Ces discours ont touché le cœur de milliers de personnes, non pas parce qu'il s'agissait d'une initiative politique, mais parce qu'ils étaient motivés par une véritable douleur. Chaque interview qu'elle donnait, chaque phrase qu'elle prononçait sonnait comme un avertissement. Si le système avait mieux fonctionné, ma fille serait encore en vie. Ces mots sont impossibles à oublier, et ils résument tout le sens de cette tragédie. L'histoire de Sally n'est pas seulement une histoire de mort, c'est l'histoire de la façon dont la mort peut être le début d'un changement. Mark Dixie est devenu le symbole du fait que le mal humain n'a pas de visage tant qu'il n'est pas révélé. Il n'était pas fou au sens traditionnel du terme. Il travaillait comme cuisinier, allait au travail, communiquait avec ses collègues, buvait dans les bars, menait une vie normale. Personne ne savait que derrière cette façade se cachait un homme capable d'actes monstrueux. Et c'est peut-être ce qui rend ces crimes encore plus effrayants, parce que le mal a souvent l'air banal. Il ne porte pas le masque d'un monstre. Il peut se trouver dans une personne que vous voyez tous les jours. Pendant le procès, lorsqu'il a fait ses aveux, un silence de mort régnait dans la salle. Il parlait calmement, sans émotion, comme s'il ne s'agissait pas d'une vie humaine, mais d'un événement sans importance. Ces mots, selon lesquels il avait simplement trouvé le corps et commis une erreur, sonnaient comme une moquerie de la douleur des parents, de la mémoire même de Sally. Mais lorsque le jury l'a déclaré coupable, lorsque le juge a prononcé la prison à vie, le monde a semblé pousser un soupir de soulagement. Le mal avait été nommé. Cependant, le verdict n'est pas une fin en soi. Pour la famille de la victime, le procès n'est qu'une formalité, car aucune punition ne ramènera l'être cher. Linda Bowman a dit un jour « On apprend à vivre avec la douleur, mais elle ne disparaît jamais. » Ces mots peuvent s'appliquer à tous les parents qui ont perdu leurs enfants à la suite d'un crime. Ils apprennent à se réveiller, à respirer, à marcher dans les mêmes rues où leurs enfants riaient autrefois. Mais le monde est désormais différent pour eux. La mort de Sally Ann Bowman a non seulement bouleversé l'opinion publique, mais a également changé l'approche de la police en matière d'analyse ADN. Après cette affaire, la base de données britannique s'est considérablement enrichie. Des propositions ont commencé à émerger pour scanner automatiquement les traces laissées sur les lieux de crime. On a commencé à dire que la technologie n'était pas seulement un outil, mais une chance de prévenir le mal. Peut-être que si de telles mesures avaient existé auparavant, des dizaines d'autres jeunes filles seraient encore en vie. Sa mort est devenue le symbole de la lutte contre les violences sexuelles. Sa photo nous rappelle que derrière chaque affaire médiatisée se cache l'histoire d'un destin. L'histoire d'une jeune fille qui voulait simplement rentrer chez elle. Aucune décision risquée, aucun danger qu'elle aurait elle-même choisi. Elle n'a pas défié le destin, elle n'a pas provoqué, elle marchait simplement dans la rue. Et pourtant, elle a été victime. De telles histoires nous coupent l'herbe sous le pied. Elles nous font réfléchir à la fragilité de la sécurité. Nous sommes souvent convaincus que les tragédies se produisent loin de nous, à d'autres personnes. Mais la vie de Sally prouve que tout peut changer en une seconde. Il suffit de rencontrer la mauvaise personne au mauvais moment. Néanmoins, cette tragédie est plus qu'une simple horreur. C'est un exemple de la force dont a fait preuve sa famille. Ils n'ont pas laissé la douleur se transformer en vide. Ils ont transformé leur perte en mouvement, leur souffrance en objectif. Et si aujourd'hui, au Royaume-Uni, les criminels sont plus rapidement enregistrés dans les bases de données, et si la police dispose de plus d'outils pour les rechercher, c'est en partie grâce à eux, à ceux qui ne se sont pas résignés. Au fil des ans,
l'histoire de Sally est devenue plus qu'un simple souvenir d'un meurtre horrible. Elle est devenue un rappel pour la société. Chacun d'entre nous doit être plus attentif, plus prudent, plus gentil. Pour les parents, c'est un avertissement qu'il faut parler à leurs enfants, leur apprendre à se défendre, à faire confiance à leur instinct. Pour la police, c'est une leçon qui montre qu'il ne faut pas sous-estimer les indices, même les plus insignifiants. Et pour les criminels, c'est un signal qui montre que la vérité finira toujours par éclater, peu importe le temps qu'il faudra pour la découvrir. Mark Dixie est aujourd'hui en prison. Les années passent, mais son nom restera à jamais gravé dans l'histoire comme le symbole d'un mal sans âme. Son visage, indifférent et froid, est devenu l'incarnation même du fait que l'humanité n'est pas une caractéristique innée, mais un choix. Et il a fait son choix. Mais à l'opposé de lui, Sully a également fait un choix. Vivre pleinement, rêver, aimer, aller de l'avant. Elle ne savait pas que sa vie s'arrêterait si tôt, mais même en seulement 18 ans, elle a laissé une empreinte qui ne disparaîtra pas. Son histoire fait peur, mais elle inspire aussi. De peur, car elle nous rappelle à quel point il est facile de tout perdre. D'inspiration, car elle montre que même la mort ne peut détruire le bien, la mémoire et l'amour. Tous ceux qui entendent son histoire pensent un instant à leurs proches, à l'importance d'apprécier la vie, de ne pas remettre à plus tard les mots, de ne pas ignorer les signes inquiétants. Sally Ann Bowman est restée à jamais dans le cœur des gens, comme un symbole de la fragilité, de la beauté et de l'injustice du monde, mais aussi comme un rappel que même les histoires les plus sombres peuvent faire naître la lumière. Sa mère a déclaré « Je ne veux pas que Sally soit seulement considérée comme une victime. Je veux que son nom soit synonyme de changement. » Et en effet, des années plus tard, son nom est devenu un symbole de lutte, de douleur, mais aussi d'espoir. N'oubliez pas, derrière chaque affaire, chaque titre, chaque photo, il y a une personne. Sally Ann Bowman n'est pas seulement un nom dans les chroniques. Elle est le symbole de toutes les jeunes vies fauchées trop tôt. Le symbole que le mal ne peut être vaincu que si l'on ne se tait pas. Si cette histoire vous touche, soutenez la chaîne. Parlez-en autour de vous. Que son nom résonne. Qu'il nous rappelle que chaque vie est précieuse. Que chaque personne mérite de rentrer chez elle. Et que tant que nous nous souvenons, personne ne meurt définitivement. Une froide matinée de décembre 2020 a changé à jamais la vie de la petite ville française de Cuzan. Tout a commencé tranquillement, comme la plupart des nuits d'hiver dans le sud de la France. Mais c'est précisément cette nuit-là qu'une femme de 33 ans, Delphine Jubilier, a disparu sans laisser de traces. Infirmière, mère de 2 enfants, aimée de ses collègues et voisins, elle a tout simplement disparu, comme si elle s'était dissoute dans l'obscurité. Personne n'a entendu de cris, ni vu de personnes suspectes. Seul son mari, Cédric, a signalé à la police que sa femme était sortie dans la nuit pour promener le chien et n'était pas revenue. Cela semblait être une nouvelle histoire de malentendu domestique, mais avec le temps, il est devenu évident que la disparition de Delphine cachait quelque chose de bien plus sinistre. Les semaines suivantes ont été un cauchemar pour toute la France. Des bénévoles, des policiers et des cynophiles se sont rassemblés autour de la maison familiale à Cuzan. Ils ont cherché partout, dans les bois, dans les rivières, dans les fermes abandonnées. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel à l'aide. Seul le chien Delphine est revenu à la maison, désorienté, effrayé, comme s'il comprenait lui-même que sa maîtresse ne reviendrait plus. Mais aucune trace de la femme n'a été trouvée. Ni vêtements, ni téléphone, ni empreinte, rien. Au début, les soupçons pesant sur le mari semblaient trop évidents pour être vrais. Cédric Jubillard, plâtrier de profession, assurait à tout le monde que sa femme était partie seule au milieu de la nuit. Il a appelé la police, participé aux recherches, donné des interviews.
Mais plus l'enquête avançait, plus les détails de son récit commençaient à ne plus coller. Il disait avoir entendu sa femme sortir promener le chien, alors que la nuit était glaciale et que le vent soufflait si fort qu'il aurait été étrange de sortir de chez soi sans raison. De plus, le téléphone de Delphine s'était tu juste après minuit. Pas un seul appel, pas un seul message. Les amis et collègues de Delphine se souvenaient que peu avant sa disparition, la femme était déprimée. Elle s'apprêtait à demander le divorce. Leur relation avec Cédric battait de l'aile depuis longtemps. Il était jaloux, en colère que sa femme consacre trop de temps à son travail et à ses enfants. La tension régnait dans leur maison et, selon les voisins, on entendait souvent des disputes ces derniers temps. Delphine disait à ses amis qu'elle ne se sentait plus en sécurité auprès de son mari. Elle rêvait de commencer une nouvelle vie, peut-être avec un autre homme qu'elle avait rencontré sur Internet. Tout cela faisait de Cédric le principal suspect, même s'il n'y avait aucune preuve directe. La police a commencé à le surveiller. Ils ont remarqué qu'après la disparition de sa femme, il était rapidement devenu froid et distant. Au lieu de rechercher activement son épouse, il plaisantait plus souvent, discutait avec ses amis de nouvelles rencontres et disait même que tout irait bien. Son indifférence a intrigué les enquêteurs. De plus, des signes indiquant qu'une lutte avait pu avoir lieu pendant la nuit ont été trouvés dans la maison. Des objets éparpillés, des draps froissés, des traces sur le sol. Mais aucune preuve biologique n'a pu être trouvée. Les mois passaient. La société exigeait des réponses. L'histoire de Delphine est devenue l'une des plus discutées en France. Son visage était omniprésent à la télévision, les recherches se poursuivaient, mais l'espoir s'évanouissait. La police a mené des enquêtes approfondies. Elle a vérifié les téléphones, les opérations bancaires, les messages. Il s'est avéré que Delphine avait effectivement l'intention de quitter son mari. Quelques semaines avant sa disparition, elle correspondait avec un autre homme, lui confiant ses craintes et ses projets d'avenir. Elle écrivait qu'elle craignait la réaction de Cédric s'il apprenait la vérité. Pour l'enquête, cela a constitué un élément clé. Lorsque Cédric a été arrêté en 2021, le pays s'est figé. Il a tout nié. Lors des interrogatoires, il s'est comporté de manière provocante, tantôt riant, tantôt accusant tout le monde autour de lui. Ses avocats ont insisté sur le fait que la police avait inventé un coupable sous la pression de l'opinion publique. Mais de plus en plus de preuves indirectes s'accumulaient contre lui. Son comportement le jour de la disparition, ses conversations étranges, les traces trouvées dans la voiture, sa tentative de se débarrasser de certaines affaires. Tout cela formait un tableau difficile à ignorer. Le procès a duré plusieurs années. Au début, l'affaire piétinait, car le corps de Delphine n'avait toujours pas été retrouvé. Sans corps, il est extrêmement difficile de prouver un meurtre. Cependant, le parquet a présenté une série d'expertises et de témoignages montrant que la disparition ne pouvait pas être volontaire. Delphine n'avait aucune raison de s'enfuir. Elle avait des enfants, un emploi stable, des projets d'avenir. Elle n'avait emporté ni papier, ni argent, ni vêtements. Tout indiquait que sa vie avait pris fin de manière soudaine. Les psychologues invités à témoigner devant le tribunal ont souligné que Cédric présentait les signes typiques d'un comportement de contrôle agressif. Il humiliait souvent sa femme, l'isolait de ses amis, surveillait ses messages. Au tribunal, les amis de Delphine ont témoigné, se souvenant qu'elle vivait littéralement dans la peur. Certaines ont raconté que peu avant sa disparition, elle avait dit « Si quelque chose m'arrive, sachez qui est responsable ». Lorsque le procès a commencé, la salle était bondée. Les médias ont couvert chaque journée d'audience. Les avocats de la défense ont insisté sur le fait que l'affaire reposait sur des conjectures et que l'accusation ne pouvait prouver le meurtre sans corps. Mais en 2025, près de 5 ans après la tragédie, le tribunal a rendu son verdict.
Cédric Jubillier a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et condamné à 30 ans de prison. La décision du tribunal a bouleversé la société. Les gens ont applaudi, certains ont pleuré, car pour beaucoup, ce procès était devenu le symbole de la lutte pour la justice. Cédric a écouté le verdict sans émotion. Il continuait à clamer son innocence. Ses avocats ont immédiatement annoncé qu'il ferait appel. Mais la plupart des Français n'avaient aucun doute, c'était lui le coupable. Pour beaucoup, il était évident que seul l'homme qui vivait avec Delphine pouvait savoir comment la faire disparaître sans laisser de traces. La police n'a toujours pas retrouvé le corps, mais les experts estiment qu'il a soigneusement planifié son crime, se débarrassant de toutes les preuves. Au cours des années d'enquête, un grand nombre de spécialistes ont été impliqués dans l'affaire. Ils ont analysé les signaux téléphoniques, étudié les itinéraires, inspecté les plans d'eau, utilisé des drones et des caméras thermiques. L'un des experts a fait remarquer que Cédric, en tant que constructeur, savait parfaitement comment cacher un corps. Sa profession a pu jouer un rôle clé. Il comprenait la structure du sol, le béton, les moyens de dissimuler des traces. Certains pensent qu'il aurait pu enterrer le corps de sa femme sur le chantier où il travaillait à l'époque, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée. L'histoire de Delphine Jubilliard est devenue l'une des plus terrifiantes et mystérieuses de la France contemporaine. Elle a suscité un large écho dans l'opinion publique, car elle mêlait les thèmes de la violence domestique, de la trahison et de la perte tragique. De nombreuses femmes ayant vécu des situations similaires y ont vu le reflet de leur propre souffrance. Après cette affaire, les discussions sur les lois relatives à la protection des victimes de conflits familiaux se sont intensifiées en France. Le verdict rendu contre Cédric a été un moment important, non seulement pour la famille de Delphine, mais aussi pour tout le pays. Malgré l'absence du corps, le tribunal l'a reconnu coupable, ce qui est rare dans un quai où la justice a pu triompher dans des conditions d'incertitude. Les proches de Delphine ont exprimé leur gratitude aux enquêteurs qui n'ont pas abandonné après tant d'années. Sa mère a déclaré dans une interview « Nous n'avons pas retrouvé ma fille, mais nous avons découvert la vérité. » Ces mots sont résonnés comme l'aboutissement d'une lutte de plusieurs années. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, le mystère de la disparition de Delphine reste entier. Personne ne sait où se trouvent ses restes, ce qui s'est passé cette nuit fatidique et pourquoi l'homme avec qui elle a vécu tant d'années a décidé d'agir avec une telle cruauté. Mais son souvenir reste vivant. Ses amis et voisins organisent chaque année des commémorations et allument des bougies devant sa maison. Les gens viennent non seulement de Kewsan, mais aussi d'autres villes pour rendre hommage à cette femme dont le destin est devenu le symbole de la lutte contre la violence. Cette histoire nous rappelle que le mal peut se cacher derrière les visages les plus ordinaires, que les rues tranquilles des petites villes recèlent des secrets qui restent parfois cachés pendant des années, et que derrière les sourires et l'apparence de bien-être se cache parfois une peur et une douleur dont personne ne soupçonne l'existence. Le verdict rendu contre Cédric Jubilliard n'est pas seulement la conclusion d'une affaire pénale. C'est un rappel que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. L'histoire de la disparition de Delphine Jubilliard n'est pas simplement une affaire pénale de plus que l'on peut résumer en une ligne dans un bulletin d'information. C'est une tragédie qui a bouleversé tout un pays, montrant à quel point la violence peut s'infiltrer dans les familles les plus ordinaires et combien il est difficile de remarquer le malheur avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est arrivé à Delphine est devenu le reflet de la situation de milliers de personnes, femmes et hommes, qui vivent dans la peur, endurent, se taisent, espérant que tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Mais cette histoire a prouvé que le silence devient parfois un verdict. Beaucoup de ceux qui ont suivi l'affaire ont espéré jusqu'au bout que Delphine était en vie. Chaque nouveau jour de recherche donnait un petit espoir. Peut-être se cachait-elle quelque part,
Peut-être avait-elle décidé de recommencer sa vie. Mais le temps a remis les choses à leur place. Et même si le corps n'a jamais été retrouvé, la vérité a fini par éclater au grand jour. Des années d'enquête, des centaines d'expertises, des dizaines d'interrogatoires, tout cela s'est assemblé en une terrible mosaïque qui a permis de comprendre que Delphine n'avait pas pu disparaître comme ça. La condamnation de Cédric Jubiard est devenue le symbole d'une justice qui faisait tant défaut. Car combien de fois les crimes sont-ils commis là où on s'y attend le moins, dans les maisons, derrière des portes closes, sous le couvert de l'amour et de la vie quotidienne. Cette affaire a montré que même sans corps, même sans preuve directe, il est possible d'obtenir la vérité si des personnes prêtes à se battre jusqu'au bout s'emparent de l'affaire. Le tribunal n'a pas seulement puni le coupable, il a envoyé un signal important à la société. La violence, même cachée, ne restera pas impunie. Pour la famille de Delphine, ce verdict a été un soulagement amer. Sa mère, épuisée par des années d'attente, a déclaré « Maintenant, au moins, je sais que la justice existe. Mais derrière cela se cache une douleur qui ne disparaîtra jamais. Car aucune décision de justice ne rendra Delphine à ses enfants, ni n'effacera le souvenir de la nuit où elle a disparu. Son petit garçon et sa petite fille grandissent sans leur mère, mais ils ont désormais la vérité et le souvenir d'une femme qui s'est battue jusqu'au bout pour son droit à être libre et heureuse. À y réfléchir, cette histoire révèle bien plus qu'un simple crime. Elle reflète un problème dont on parle rarement ouvertement. La violence domestique commence souvent par des détails, contrôle, reproches, jalousie, restriction de l'espace personnel. Mais progressivement, elle se transforme en isolement, menace, peur. Delphine, comme beaucoup d'autres femmes, s'est retrouvée piégée dans une relation où l'amour a depuis longtemps cédé la place au pouvoir et à la méchanceté. Son destin est un avertissement à tous ceux qui ferment les yeux sur les signes avant-coureurs. Il est important d'en parler. Il est important de se rappeler qu'il existe des aides, que le silence n'est pas une solution. Cette histoire a donné lieu à un vaste débat public en France. Les politiciens, les défenseurs des droits humains et les journalistes ont commencé à parler de la nécessité de nouvelles lois, de la protection des victimes et de changements systémiques. Des campagnes visant à reconnaître les signes de violence ont été lancées dans les écoles et les hôpitaux. Inspirés par le courage de Delphine, même posthume, les gens ont commencé à partager leurs histoires. Mais la tragédie de la famille Jubiard n'est pas seulement une page de l'histoire. C'est une histoire qui doit être racontée encore et encore pour qu'elle ne se répète pas. Pour que chaque femme qui vit dans la peur sache qu'elle n'est pas seule. Pour que chaque personne qui a été témoin de violence comprenne que le silence fait d'elle un complice. Et quand on regarde les photos de Delphine, souriante, vivante, avec ses yeux bienveillants, on se demande involontairement combien d'histoires comme celle-ci restent inédites? Combien de personnes disparaissent parce que quelqu'un a décidé qu'il avait le droit de disposer de leur vie? Nous avons l'habitude de penser que ce genre de choses se passe loin, chez les autres. Mais en réalité, elles se passent tout près. Dans la maison voisine, dans une rue familière, dans une famille qui semble parfaite. Cette histoire nous rappelle que tout ce qui semble calme n'est pas forcément sûr. Elle nous fait réfléchir à l'importance d'entendre à temps un appel à l'aide, même s'il s'agit d'un murmure. Parfois, il suffit simplement de demander « Ça va ?» pour sauver une vie. Lorsque l'enquête a pris fin et que le tribunal a rendu son verdict, tout semblait terminé. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une nouvelle prise de conscience sociale, le début d'un changement. Car si une seule histoire peut faire réfléchir des centaines de milliers de personnes, cela signifie qu'elle a déjà changé le monde. Delphine n'est plus là, mais son nom restera un symbole. Le symbole de la fragilité de la vie humaine et de la force de l'esprit humain. Le symbole que tôt ou tard, la vérité finit par éclater, même après des années d'obscurité.
Et si vous avez regardé ou lu jusqu'ici, ne passez pas à côté. Pensez à ceux qui, autour de vous, peuvent avoir peur. Soutenez ceux qui ont besoin d'aide. Parlez-en à vos amis, à vos proches, ne restez pas indifférents. Parfois, un simple geste d'attention peut sauver quelqu'un. Et maintenant, si vous n'êtes pas indifférent à ce genre d'histoire, si vous voulez que ces affaires ne tombent pas dans l'oubli, abonnez-vous à la chaîne. Vous y trouverez des articles qui rappellent que la vérité est importante, qu'il ne faut pas se taire face au mal. S'abonner, ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est apporter votre soutien à une cause qui aide à préserver la mémoire des personnes victimes de violences et d'injustice. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Pensez-vous que le verdict est juste? Ou pensez-vous qu'il est impossible de prouver la culpabilité sans le corps? Votre opinion est importante. Ce sont précisément les discussions et les échanges de points de vue qui aident la société à aller de l'avant. Partagez vos pensées, vos émotions. Ne laissez pas l'histoire de Delphine Jubaillard tomber dans l'oubli. Chaque commentaire, chaque mot de soutien est un pas vers la prévention de telles tragédies. Pour qu'aucune femme, aucun être humain ne disparaisse sans laisser de traces à cause de la méchanceté ou de la peur de quelqu'un. Pour que chacun comprenne, la violence ne peut être cachée, la vérité ne disparaîtra pas, et le souvenir des victimes vivra dans les mots de ceux qui ne sont pas restés indifférents. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires où nous parlons d'événements réels, de personnes dont le destin nous rappelle à quel point la vie est fragile et combien il est important de lutter pour la justice. Votre intérêt, votre activité, vos commentaires sont ce qui aide ces histoires et à être entendues plus fort. Car lorsque la société s'exprime, le mal perd de son pouvoir. L'histoire de Delphine n'est pas seulement le drame d'une famille. C'est une leçon pour nous tous, que son nom nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a de la place pour la lumière, que même à travers la douleur, on peut arriver à la vérité. Et la vérité, c'est ce pourquoi il vaut la peine de continuer à parler, à se souvenir et à agir. Chaque fois que nous entendons de telles histoires, quelque chose se passe en nous. Nous commençons à voir différemment les choses qui nous sont familières, la famille, les relations, la confiance. Delphine aurait pu être n'importe qui, notre voisine, notre collègue, notre amie. Son histoire n'est pas un drame lointain, c'est quelque chose qui peut arriver près de chez nous. C'est pourquoi il est si important de ne pas oublier, de ne pas passer à côté, de ne pas rester indifférent. Chaque récit de telle tragédie est l'occasion non seulement de se souvenir, mais aussi de prévenir. Peut-être que quelqu'un vit aujourd'hui comme elle a vécu, dans la peur, mais n'ose pas en parler. Peut-être que quelqu'un de votre entourage a le sentiment de perdre sa liberté, d'être opprimé par une force invisible, mais n'ose pas demander de l'aide. Il est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Que cette histoire soit un rappel que le silence peut cacher des cris, que les sourires cachent parfois de la douleur. Et si au moins une personne, après avoir entendu l'histoire de Delphine, décide de choisir la liberté et la protection, alors sa vie, même après une fin tragique, n'aura pas été vaine. N'oubliez donc pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Que la vérité résonne plus fort, que la mémoire de Delphine Jubaillard reste vivante, aidant les autres à trouver la force et le salut.